Très bien. Alors, après Le Trou de but, publié en 1984, c'était La guerre des tranchées en 93, Varlot Soldat en 1999 et les 4 volumes de Putain de guerre qui a fini d'achever de publier en 2009. Tardy vient de faire paraître Le Dernier Assaut, bande dessinée dans laquelle il livre son ultime offensive d'images et de mots contre ce massacre qu'a été la Première Guerre mondiale. Comme c'était le cas dans les autres albums l'ayant précédé, Le Dernier Assaut présente le Front Ouest comme un abattoir international en folie, je pique l'expression à Céline du Voyage au bout de la nuit, avec tout ce que cela suppose, d'illustrations saisissantes représentant des corps suppliciés, éviscérés, décapités, démembrés. Le lecteur du Dernier Assaut ne peut cependant faire autrement que de remarquer l'importance accordée par le BDiste aux mains des combattants. Les mains cadavériques placées à l'avant-plan, qui envahissent les cases et s'imposent à l'esprit du lecteur, sont légion. Qu'elles appartiennent à des soldats des troupes coloniales, à des soldats allemands ou à des soldats français, on les reconnaît grâce à la couleur de leurs uniformes, toutes ces mains sont figées dans des postures qui disent la souffrance, les doigts crispés, mais qui lancent aussi de très bouleversants appels à l'aide. Désespérément tendues en direction des vivants, elles sont vouées à ne plus jamais rien serrer. J'en arrive ici, pardon. Où en étais-je? Oui, donc leur représentation est aussi un moyen imaginé par Tardy pour rappeler que s'il plonge son lecteur dans l'enfer des tranchées, en adoptant très majoritairement le point de vue des soldats français, ces bandes dessinées sont toujours débarrassées de tout parti pris nationaliste. Dans cette case, les mains identiques des ennemis morts côte à côte mettent en évidence que ce ne sont que les uniformes dont on les a affublés qui permettent de départager les hommes. Des batailles comme celle de la Marne, de la Somme et de Verdun, emblématiques du caractère industriel de la guerre moderne, ont besoin d'une main-d'œuvre sans cesse renouvelable. La main qui émerge tordue de cet éboulis est celle d'un homme fini, enseveli sous un amoncellement de matériel lui-même rendu inutilisable. Cette main évoque le gaspillage d'hommes chosifiés, simple matériel humain, mis au service d'une entreprise de destruction impitoyable et jeté après usage. Elle symbolise aussi l'homme écrasé par une guerre usinière où la disproportion se révèle écrasante entre les moyens de tuer et les moyens de se protéger. Depuis qu'elle a été instaurée en tant que mythe par Blaise Cendrars dans la main en tant que mythe par Blaise Cendrars, la main coupée, dis-je, du combattant mutilé a fait couler beaucoup d'encre. Récemment, elle apparaît dans un roman extraordinaire consacré à la guerre de 14 qui s'intitule précisément 14 de Jean Echenoz. Je vous cite un passage. Les épargnés se sont... Donc, c'est un passage qui... le narrateur prend en charge le champ de bataille dès que la poussière, si vous voulez, est retombée. Alors, les épargnés se sont relevés plus ou moins constellés de fragments de chair militaire, lambeaux terreux, que déjà leur arrachaient et se disputaient les rats. Parmi les débris de corps çà et là, une tête sans mâchoire inférieure, une main revêtue de son alliance, un pied seul dans sa botte, un œil. Fin de citation. Le narrateur de ce récit, c'est le cas de le dire, cherche à en mettre plein la vue. Mais le statut de cette main aux doigts bagués est particulier, car parmi tous les débris de corps, elle est le seul qui renvoie au monde de l'arrière, à la vie civile, au passé d'un couple qu'on a toutes les raisons de croire définitivement brisé par la guerre. Chez Tardy, la main coupée n'est pas environnée par divers membres ou organes humains éparpillés par la mitraille. Elle est seule au milieu d'un chemin où elle traîne, et sa présence pour le moins étonnante ne semble même pas surprendre le soldat qui passe à côté d'elle. Dans le cadre d'une guerre pareille, où les blessures infligées sont d'une variété et d'une gravité sans équivalent dans le passé, cette main sectionnée semble normale, attendue et, pour ainsi dire, à sa place. On remarquera cependant que le personnage qui la croise a les mains dans ses poches, comme s'il cherchait par là à protéger les siennes, à préserver son intégrité corporelle. Dans ces bandes dessinées consacrées à la guerre de 14, Tardy cherche aussi souvent à brouiller les frontières entre le monde du lecteur et l'univers du récit au sein duquel les personnages évoluent. Ce bris volontaire de l'illusion réaliste vise paradoxalement à mieux plonger le lecteur dans le chaos de la bataille, à lui faire vivre l'expérience combattante. Dans cette case, la perspective adoptée est celle d'un combattant qui s'apprête à perdre la vie au fond de la tranchée, le corps haché à coups de pelle. Grâce à cette main dessinée à l'avant-plan, signe d'un geste de protection bien inutile, tout est mis en place pour que le lecteur ait l'impression de voir l'action à travers les yeux du personnage condamné. Ailleurs, d'autres mains se lèvent en vain, comme c'est par exemple le cas dans cette case représentant une exécution sommaire. On a coupé la parole à ce soldat tiré à bout portant, qui demandait grâce, mais ses mains en l'air, qui sortent du nuage de fumée, continuent de parler au nom de ce mort pour rien.
Ce sont des mains stupéfiées qui parlent le langage des signes internationaux, donc les mains en l'air, que des soldats radicalisés par un conflit déshumanisant refusent désormais de lire. Toutes les illustrations que j'ai présentées depuis le début de ma speed intervention témoignent d'un souci de vraisemblance. Les décors, les uniformes, les armes, le matériel, les mains, tout est dessiné de manière à évoquer la Grande Guerre de façon, disons, réaliste. Alors, je gardais cette main pour la fin. En raison de sa place dans la case et de sa taille, cette main est pour le moins curieuse. Le lecteur désireux d'une explication rationnelle peut interpréter ce dessin en se disant que cette main immense, plus grosse que le visage du soldat qu'elle surplombe, est emportée par le souffle d'une détonation. C'est une question de perspective. Sa taille s'explique du fait qu'elle est l'objet qui, dans cette case, se trouve le plus près de l'observateur. Le lecteur ouvert à une interprétation qui détonne par rapport à l'esthétique réaliste du BDiste, et c'est mon cas, verra aussi non pas la main de Dieu, parce que chez Tardy, le ciel est définitivement vidé de toute présence divine, mais une très allégorique main de la fatalité ou du hasard qui préside à la destinée des hommes en guerre. Cette main ouverte semble être celle qui vient de lâcher le but qui explose sous elle, sur et pour des hommes qui s'infligent à eux-mêmes cet enfer bien terrestre. Qu'on l'envisage comme une main réelle, comme une main imaginaire, ou comme une main fondamentalement ambiguë qui permet l'irruption du fantastique au cœur d'un univers partout ailleurs présenté comme réaliste, cette main symbolise toujours la dépossession, la mainmise sur les hommes d'une guerre qui les dépasse. Enfin, ultime main, celle de la fin, celle qui sort de terre donc à la toute fin de l'album au bas d'un dessin qui m'apparaît être un clin d'œil plus ou moins obligeant au logo officiel du centenaire de la Grande Guerre tel qu'il a été imaginé par la République française. Depuis 2014, il n'est pas rare que les nécessaires et bienvenus discours officiels consacrés au premier conflit mondial rappellent, par la langue qu'ils utilisent et les mots qu'ils mobilisent, ceux qu'on servait en 1914 aux hommes pour les mobiliser. Il y a aussi question, je voulais vous parler aussi des commémorations qui sont elles aussi indispensables dans le contexte de ce centenaire, mais qui figent peut-être aussi trop souvent le chaos, qui organisent le désordre et qui finalement subliment régulièrement l'horreur qu'elle cherche pourtant à préserver de l'oubli. Tardy arrange et ordonne lui aussi la guerre dans sa bande dessinée, ça va de soi, mais en confrontant le lecteur au corps supplicié jusqu'à la toute fin de sa bande dessinée, il s'assure qu'en refermant l'ouvrage, le lecteur va sortir de la guerre essoufflé et assommé, le cœur gros, mais jamais gonflé par la pompe propre aux solennités militaires officielles.